Tu rentres chez toi, tu lui mets une couche, tu arrives chez toi, tu as des excréments par terre que tu dois nettoyer. Et les gens de mon entourage ne savent pas tout ça, tu vois. J'en ai fait une force. Et dans les moments où je le changeais le soir, etc., je me servais toujours un peu de l'artistique, tu vois. Je chantais des chansons pendant que je le change, parce que je sais qu'il y a des moments où il était très violent. Quand tu as une personne malade, violente, qui ne te reconnaît pas et qui fait qu'est-ce que vous faites, machin, etc., j'ai toujours pris avec le sourire. Dans l'enfance, j'ai toujours été un peu très hyperactif de base. Je faisais des petites crises de nerfs, etc. J'ai toujours, en plus de ça, été attiré à avoir cette envie de bouger. Donc c'est comme ça que mon rapport à la danse et à l'art en général est arrivé. J'ai ma grand-mère qui m'a inculqué beaucoup cet art cinématographique avec Jane Kelly. Quand j'ai vu Jane Kelly, je me suis dit tiens, c'est absolument ce métier-là que je veux faire. J'ai essayé plein de sports différents, le foot, parce que mon père faisait du foot. Puis je me mets à la danse. Le hip-hop arrive vers chez moi, un prof de danse, quelqu'un de connu puisque c'était le cousin de Marvin Goffin et Marvin Goffin qui est le danseur de Madonna. Et donc c'est lui qui me donne envie de danser, je vais, premier cours, incroyable. Donc j'ai à peu près à ce moment-là 10 ans je crois et il me passe dans le cours des 16 ans et plus et du coup je me retrouve un peu la mascotte, le plus petit. Et arrivé période collège, je suis danseur donc on se moque. À partir du moment où tu poses un jugement répétitif sur quelqu'un, ça devient du harcèlement. Pour ma part. Des fois, des mots peuvent blesser 10 000 fois plus qu'un acte, un acte physique. Un jour, je me retrouve aux toilettes et là, ce sentiment d'impuissance, puisque un gars quelconque à qui je n'avais jamais parlé vient pendant que je suis en train d'uriner et me chope par derrière et me balance. Bah, tu te sens faible, nul et tu te dis « ouais, genre pourquoi ?» Et Dieu merci, j'avais mon grand frère qui fait partie de ma vie, qui est très important. Enfin, on est très famille chez moi. Lui, plus grand, plus charismatique, il lui a fait peur entre guillemets sans agressivité. Il m'a plus jamais embêté. Par la suite, du coup, il y a eu ce truc où je cherchais beaucoup ma place, je cherchais beaucoup à faire rire. On se moquait encore une fois de moi et en fait, arrivé le moment où dans la danse, je commence à évoluer. La danse, c'est un exutoire où je me sens bien, où je me sens à ma place, où je me sens compris, où je me sens bon. À cette époque-là, pourquoi c'est important d'être accepté par les autres? Simplement parce qu'au final, j'assumais pas qui j'étais. J'avais peur d'être exclu, de ne pas avoir d'amis, d'être moqué. Et puis d'être dans un groupe, c'est toujours plus simple. Et après le lycée, à l'âge de 17 ans, j'obtiens une bourse qui me fait arriver sur Paris pour mes études artistiques. Là où je ne pouvais pas être accepté, je me faisais accepter dans la danse. J'ai fait une école qui s'appelle La Juste Debout et qui est une des plus grosses écoles d'Europe de street. J'ai été formé par tous les autres écoles, MK Dance, hip-hop, fusion, machin. Ça c'est des débats internes sur l'histoire du hip-hop, sur la vision de la chose. Donc le hip-hop est une danse, en plus d'être un mouvement culturel. Et donc dans le hip-hop, tu as plusieurs styles de danse. Tu as le hip-hop, tu as le lock, tu as le popping que faisait Michael Jackson, tu as la house et tu as le breakdance. Donc avant, je faisais vraiment du hip-hop, c'est vraiment un style de danse qui se danse debout avec des attitudes et le breakdance ce sont toutes les figures au sol, etc. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre, j'ai 17 ans, mais je vais vivre chez mon grand-père et ça, je ne m'y attendais pas à comment ça allait se passer. La relation avec mon grand-père que j'ai eue, ça a toujours été pour nous, moi et mon grand frère, une figure très charismatique. Il imposait parce qu'il était chef d'entreprise. Je lui ai toujours dit avec assurance parce que je savais qu'il ne croyait pas forcément en ce que je faisais ou ce à quoi j'aspirais. J'ai fait plein de tâches, livreur d'antiquités, barman, serveur, voilà, beaucoup de choses. J'enchaîne les boulots, j'enchaîne un peu tout, j'avance, je lui montre que j'ai des projets. Il vient me voir quand même sur les spectacles de fin d'année, ce qui est assez touchant. Puis un jour, je pars en saison, ma mère m'appelle et elle me dit « Écoute, ton grand-père, il a eu un AVC. » Donc, Dieu merci, il y a le voisin qui l'a sauvé. Puis en avant-dernière année d'école, quelques semaines après, il va pour se lever et il fait un trauma crânien. Ça crée une pseudo-dégénérescence neuropsychologique. Il est encore conscient, il perd un peu de mobilité, il a un peu de mal à marcher, etc. Et là, en fait, ça va être le début, pas de l'enfer, mais ça va être le début de quelque chose de très dur pour moi que j'ai vécu dans ma vie, qui m'a fait beaucoup grandir. J'avais la boule au ventre de rentrer chez moi, j'étais angoissé. Parce que tu rentres, tu vois ton grand-père par terre, en train de souriant, mais avant de le voir par terre souriant, l'arcade explosait, du sang partout. Mon frère est arrivé sur Paris à ce moment-là. Et donc, du coup, le fait qu'il arrive sur Paris, j'étais plus tout seul. Donc ça a été une force aussi, mais ça a été très dur. On arrive à un état où mon grand-père n'arrive plus à manger tout seul, n'arrive plus à se déplacer tout seul. Mais jusqu'à temps qu'il comprenne, c'est des états d'agressivité, c'est des envies de frapper. Hein. Avec du recul aujourd'hui, je me suis oublié. C'est une organisation de malades et on a réussi à le faire. Il y avait des infirmiers qui passaient, mais pareil, je ne m'attendais pas à ça, tu vois, à prendre toutes ces responsabilités, à le laver, à lui donner à manger, à le raser. C'est-à-dire tu rentres chez toi, tu lui mets une couche, tu arrives chez toi, tu as des excréments par terre que tu dois nettoyer. Et les gens
de mon entourage ne savent pas tout ça, tu vois. J'en ai fait une force et dans les moments où je le changeais le soir, etc., je me servais toujours un peu de l'artistique, tu vois. Je chantais des chansons pendant que je le chante parce que je sais qu'il y a des moments où il était très violent. Quand tu as une personne malade, violente, qui ne te reconnaît pas et qui fait qu'est-ce que vous faites, machin, etc., j'ai toujours pris avec le sourire. Donc j'avais mes techniques, etc. Et en fait, en vrai de vrai, tu as ce truc où tu es en permanence un peu angoissé, stressé. C'est-à-dire que je dormais le soir, d'un seul coup, tu entends par terre, tu te dis qu'est-ce que c'est, tu te réveilles. Et en fait, tu vois ton grand-père tomber du lit. J'ai vécu avec lui avant qu'il tombe malade. J'ai vécu le moment où il allait tomber malade. Et en fait, c'est dur de se dire, il en est dans cet état-là. Né enfant, tu meurs enfant. Et là, typiquement, c'est ce qui est en train de se passer. Le plus dur, ça a été les moments violents quand il était encore conscient, tu vois. J'ai réussi à me détacher. Et je pense que c'est la meilleure des choses à faire quand quelqu'un est malade. Mais il faut réussir à se détacher de la personne que tu as connue puisque ce n'est plus la même. Je ne le vois pas, mais je m'oublie. Je me dis, est-ce que je ne vais pas arrêter le milieu artistique? Puis un jour, je fais les castings pour The Voice. Je pensais que ça allait être ça ne se passe pas. Plusieurs mois après, casting de la Starac arrive. Et là, je me retrouve à candidater. J'arrive et en fait, je réussis ce casting. Et en fait, je rentre dans l'aventure. Et ma première chanson que je chante, c'est pour lui. Beaucoup d'émotions, tu vas être vu par tout le monde. Tu es sur une émission de télé, tu sais ce pourquoi tu viens. J'avais déjà tout gagné à être dans cette émission. Dans ce genre d'émission, on t'aide à choisir des chansons. C'est pas toi qui choisis ta chanson tout seul. Il y a quelqu'un, tu discutes avec des gens, tu fais une demande de je voudrais telle chanson. Il me propose 2 chansons, dont une de Jacques Dutronc qui s'appelle Les Playboys. Mon grand-père m'a fait découvrir Dutronc, m'a fait découvrir Brassens, m'a fait découvrir Michel Fugain. Et donc du coup, je chante Les Playboys. Et ce qui est drôle, c'est que mon grand-père, même malade ou même avant, ça a toujours été un grand charmeur. Toujours à se remettre les cheveux comme ça, à se regarder dans la glace. Je sais qu'il m'a suivi durant l'émission, je l'ai su après, puisque les personnes, on l'a déménagé en maison de retraite avant que je rentre dans l'émission. Et je sais qu'elles ont été derrière, elles lui ont fait regarder. Alors est-ce qu'il me reconnaissait ou pas, je n'en sais rien. Je n'étais pas inquiet de me dire qui va s'occuper de mon grand-père, il n'y avait plus tout ça. Et cette émission m'a permis de me retrouver avec moi-même. C'est incroyable, on vit des moments fous avec des artistes incroyables. Et quand tu sors, je me dis ok, c'est ça que je veux faire. Je veux être chanteur, danseur, comédien et mannequin. C'est ce que je suis. Je suis tout ça à la fois. J'aime tout ça. Pourquoi choisir? Donc j'ai vécu une super émission, fait des rencontres de folie. Matt Pokora, chanté avec des gens incroyables, Christophe Willem, la funk music, tout ça, tout le côté rétro qui m'animait sur ce sur quoi j'aimais danser. En sortant de l'émission, je me dis ok, c'est ce que je veux faire. Je ne suis pas sorti du tout déçu de la Starac parce que déjà j'avais fait 1 mois sur les 1 mois et demi, donc je suis parti en quart de finale, ce qui était super. Deuxièmement, je suis parti en chantant ma dernière chanson, je l'ai chantée avec un groupe qui s'appelle Feu Chatterton, qui est un super groupe que je ne connaissais pas, que j'ai découvert. Et on a chanté une chanson qui s'appelle Un monde nouveau. Donc j'étais vraiment le plus heureux du monde. Et puis après, il y a ce truc où forcément les mois commencent à passer, les gens ont de l'attente vis-à-vis de toi. Ils pensent que tu sors un son comme ça en 2 secondes. Qu'est-ce que tu attends? Il est où l'album et machin et trucs. Et c'est là où la question s'est posée de qui je suis. D'où la démarche de travailler sur moi, d'où venaient ces problèmes, d'où ces problèmes de devoir être accepté, d'avoir peur d'être jugé. Parce qu'à un moment donné, en sortant de l'émission, les gens te voient comme Stan de la Starac, ils te demandent des photos, des choses, beaucoup de choses. Mais en fait, tu ne penses plus par toi-même. Tu es obligé de faire attention à ce que tu dis, à ce que tu fais, comment tu le fais. Parce que aussi, tout va très vite. Et en fait, je faisais, j'allais à une interview, ouais, tout va bien, ouais, ouais, nickel, franchement, très très bien, je kiffe ma life, mais au final, kiffe ta life de quoi? Il y a un truc où l'art, on est connecté à nos émotions pour jouer, pour devenir l'acteur que je dois être, pour devenir toute la sensibilité de mon art, que ce soit la danse, que ce soit le chant et que ce soit l'acting, il faut être connecté à ces émotions parce qu'on transmet une émotion. À partir du moment où tu comprends tout ça, c'est pour ça que moi, à un moment donné, j'ai lâché prise. Et je me suis dit, tu as envie de faire ça, fais-le. Tu as envie de mettre ton t-shirt jusque-là, mets-le. Et tu es OK là-dessus. Et ils veulent dire quoi que ce soit sur toi, qu'ils disent, franchement, qu'ils disent. Voilà, il y a ce truc où maintenant, en fait, je me fiche du regard des gens, je me fiche de l'étiquette. Et il y en a plein sur les réseaux. Ah, mais il ne s'assume pas. Ou ça y est, quand est-ce qu'il va nous révéler qu'il est homosexuel ou comme ça? Déjà, je suis tellement OK avec moi-même qu'on peut être aussi très hétéro, très masculin, très hétéro. Et être OK sur le fait de se maquiller, de prendre soin de soi. Et ça ne veut pas dire que tu vas en prendre un coup dans ta virilité. Ça ne veut pas dire que le jour où… En fait, je pense que c'est un état d'esprit. Il faut être assez ouvert. Les gens pensent qu'une fois que tu sors de la télé, tout est fait. Mais rien n'est fait. Le travail commence après. Et comment tu vas le gérer?
Et ça, les gens l'oublient. Et je le disais, voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, comment créer un son. Et voilà, donc depuis, moi, je me suis mis à faire 2 singles. Euh, j'ai sorti mon premier single en coécriture avec Ota, un artiste, et avec Jérémy Chaperon, qui est ancien de la Star Academy 7. On a fait le premier titre, Qui tu es, donc qui parle d'une histoire amoureuse, comme je disais tout à l'heure, une rencontre amoureuse, la beauté des rencontres. Et après, la deuxième single, même équipe, et là, c'est une rupture amoureuse. Mais comme je suis fan des années 80, donc tout a été fait à l'analogique avec des vieux synthés des années 80. Et donc je suis très content de ces 2 singles qui sont sortis. Et maintenant, je vais dans un truc un peu plus pop, plus disco. À quelqu'un qui hésite à se lancer dans une carrière artistique, je lui dirais une phrase de Georges Clemenceau qui dit « La vie est une chance d'oser ». Dans la vie, si tu n'oses pas, tu auras des regrets. Tu veux être chanteur? Donne-toi les moyens, travaille. Il y a toujours une période de transition, mais si tu veux être chanteur et que tu te donnes les moyens, tu pourras réussir. Que c'est très important la relation à la maladie que j'ai vécue en tant que jeune artiste. Chaque fois que j'en parle, il y en a beaucoup qui me disent oui, moi aussi, mais peu importe l'âge, je me suis occupé de ma mère, j'ai vécu et je comprends. Donc je pense que ça peut parler à beaucoup de gens. Je vais écrire une chanson pour lui. Ouais. Le conseil que je me donnerais au stade d'avant, ça serait n'oublie jamais de rêver. Et dans la vie, en vrai, tu peux avoir tout ce que tu veux si tu y crois.